Chers collègues, chers amis, Monsieur le Président, un tout grand merci de m'avoir invité à cette magnifique manifestation ici qui combine l'utile avec la beauté, surtout le soleil, on en a besoin parfois quand on vient de l'Europe du Nord. Et on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, mais même moi, en me préparant pour aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne connaissais pas très bien. Et c'est exactement comme disait le professeur Schreiby, que beaucoup de choses, on croit que c'est facile, et au fond, c'est très compliqué si on va un peu plus profondément. En fait, le sel et l'hypertension, c'est le seul sujet par rapport auquel j'ai vu des grands spécialistes mondiaux lors des congrès pleurer et se battre presque avec des poings. C'est très émotionnel pour certains. Après, il y a d'autres sujets qui le rendent encore plus actuel. Je pense que dans le contexte de la crise Covid, en tout cas en France, il y a une petite étude qui montrait que la consommation de sel a augmenté, malgré le fait qu'on va moins au restaurant. Les gens mangeaient plus de choses congelées ou dans des conserves. Et finalement, maintenant, comme ça a été dit dans l'introduction, on a une étude randomisée, ouverte, mais randomisée quand même, avec des critères de jugement durs, et ça, c'est quelque chose de très utile. Donc, ce que je veux vous proposer dans les 15 minutes qui me restent, c'est de faire 4 choses. Premièrement, un petit rappel sur les effets cardiovasculaires d'une diminution de la tension artérielle, revenir un peu sur le lien sel et hypertension, qui paraît aussi évident quand on ne se pose pas la question, mais finalement, ce n'est pas aussi évident que ça. Et ensuite, il y a le sel et l'individu, et le sel et la société. On commence avec les effets cardiovasculaires. On a beaucoup de chance dans le domaine de l'hypertension. On a énormément de données à disposition. Le docteur Amar connaît ça très très bien en tant que membre de la Société française d'hypertension. Et il est très clair que pour chaque diminution de 10 mm mercure de la systolique, vous allez observer une diminution du risque relatif de 20%. C'est bien de se mettre ça un peu en tête, quelles sont les relations d'un point de vue chiffré, parce que ça veut dire en même temps que votre patient qui est à très haut risque ou à haut risque cardiovasculaire, c'est typiquement le patient qui est en prévention secondaire ou qui a d'autres raisons d'être à très haut risque, va bénéficier beaucoup plus d'une intervention sur la tension, d'ailleurs c'est pareil pour le cholestérol et pour les autres facteurs de risque, qu'un patient qui est à bas risque. Parce que quelqu'un qui est à bas risque aura peut-être un risque de 1%, comme vous voyez sur la dia ici. Quelqu'un en revanche qui est à 15% de risque aura déjà avec 10 mm mercure de la tension systolique au moins, une diminution de 3% de son risque absolu, qui fait un NNT qui est très favorable, autour de 30. Les études cliniques sont toujours de très courte durée. Je crois que ça, c'est un problème inhérent à notre système basé sur des preuves. Mais il y a d'autres moyens d'évaluer quel serait l'impact si je traite la tension artérielle sur une très longue durée, idéalement sur toute la vie. Et c'est là que la génétique peut nous aider. Dans cette étude sur la UK Biobank, les investigateurs ont utilisé un score clinique qui diminue la tension artérielle un tout petit peu, vous le voyez tout en bas, uniquement 3 mm mercure, mais cette fois, pas seulement sur 3 à 4 ans, mais toute la vie. Et vous voyez que le risque relatif de ces patients est environ 20% plus bas. Donc même avec des toutes petites modifications de la tension artérielle, si c'est sur une très longue durée, il est possible de diminuer le risque cardiovasculaire d'une manière significative. C'est vrai que si on veut baisser beaucoup la tension artérielle, vous connaissez tout ça, il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas dans la majorité des cas, qu'une pharmacothérapie. Vous réduisez rapidement, vous réduisez beaucoup, et vous avez des outils fantastiques maintenant à disposition. Je connais mal au Maroc comment ça se passe pour les combinaisons fixes, mais personnellement, je suis un grand fan de cet outil. Même des triples combinaisons sous forme d'une pilule, les patients adorent. Et vous avez d'autres moyens d'aider le patient sous forme d'augmentation de l'observance thérapeutique, éventuellement la dénervation rénale. On va en entendre plus par le docteur Patak un peu plus tard. Mais il ne faut pas l'oublier, aussi des mesures non pharmacologiques. Et là, la consommation de sel est en position 1. Certains patients répondent à ça. Mais il y a autre chose aussi, des approches diététiques, perte pondérale, exercice physique et autres. L'origine du lien sel-hypertension, moi j'étais pendant très longtemps pas très convaincu par rapport à ça.
jusqu'à ce que je rencontre ce monsieur dont j'aimerais rapidement vous présenter l'histoire. Donc c'est un monsieur à l'époque, c'était à 8 ans à peu près, qui avait 52 ans. Il consultait pour un conseil concernant son hypertension artérielle. Il n'avait pas d'antécédents médico-chirurgicaux, sauf qu'il est dépendant au tabac. À l'époque, sous valsartan, 160 mg et métoprolol 100 mg par jour. Le métoprolol était vraiment donné dans l'indication antihypertensive. Personnellement, moi, j'aime pas beaucoup ça. Et on a de l'évidence que c'est moins efficace que les autres substances. Sa tension artérielle, lors de la première consultation, était à 157 sur 82. Son BMI clairement élevé à 31,4. Autrement, rien d'autre à l'examen clinique. Et au laboratoire, il n'y avait pas grand-chose, hormis une petite hypokaliémie, mais il n'a pas d'hypertension artérielle résistante au traitement pour l'instant, pour penser à des outils comme le docteur Amar vous a présenté tout à l'heure. Qu'est-ce que vous feriez en prochain? Quelle est votre prochaine étape? Je pense qu'après avoir écouté le premier topo, on est obligé de faire une MAPA. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec l'automesure et de la MAPA en Suisse. Et on confirme, on s'en doutait, le niveau tensionnel était vraiment élevé, que le patient a une hypertension importante. Alors, on lui a proposé de changer pas mal de choses, de voir une nutritionniste, une diététicienne, de participer à notre programme d'activité physique. Et j'ai changé son traitement sous forme de 2 comprimés, qui étaient sous-optimales clairement, en une combinaison fixe avec 3 substances qu'on utilise beaucoup chez nous en Suisse. Juste une pilule, le patient était très content. Il revient à la consultation de suivi, 141 sur 90, plusieurs mesures. Nette amélioration, vous êtes tous d'accord, je pense, mais vous voulez encore aller beaucoup plus loin. Vous ne vous contentez pas de cette valeur-là. Quelle est votre prochaine étape? Qu'est-ce que vous feriez? Vous avez déjà la trithérapie, IEC, anticalcique, diurétique, un bon diurétique en plus, l'indapamide à plein pot. Qu'est-ce que vous rajoutez? J'entends l'aspironolactone, peut-être? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il faut pousser plus loin à ce moment-là pour vraiment regarder est-ce qu'il n'a pas un hyperaldostéronisme? C'est clairement quelque chose qu'on aurait pu faire. J'avais aussi des doutes par rapport à son observance médicamenteuse, mais on sait qu'on est très très mauvais pour prédire ça. On est quasi nul dans notre appréciation de pouvoir dire qui a une bonne observance ou pas. Chez ce patient, pour diverses raisons, l'aspironolactone était mis, il a fait une dysfonction érectile, il ne voulait plus le prendre, c'était difficile. Et finalement, on a convenu ensemble que le niveau tensionnel n'est plus aussi catastrophique que ça. On se donne un peu de temps. Il est en prévention primaire, on peut se donner le temps. Et on s'est donné 3 mois, le patient est revenu encore, etc. Et finalement, il revient pour une consultation ultérieure où il se retrouve tout d'un coup, même traitement, à 125 sur 82. Moi, je me suis dit, peut-être le patient a commencé à prendre son traitement, mais ce n'était pas ça. Le patient m'a dit, écoutez, je n'avais pas d'emploi. Ça arrive aussi en Suisse, assez souvent d'ailleurs. J'avais un tout petit appartement sans cuisine. J'allais dans un restaurant du coin très souvent pour manger quelque chose. Et depuis que je ne vais plus au restaurant, ma tension est améliorée. Et ça, c'est le sel, je pense. C'est ce cas-là qui m'a convaincu que le sel est vraiment un élément clé dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et en plus, vous pouvez le mesurer très facilement. Comment on mesure la consommation de sel? Dr Amar vous a dit dans les urines. Hein, tout ce qui sort doit aussi rentrer à un moment donné. C'est très clair. C'est vrai que quand on pense à l'hypertension artérielle, on pense tout de suite au sel, mais finalement, on néglige que la cause de l'hypertension artérielle essentielle, elle n'est pas connue, elle n'est pas vraiment claire. D'où vient ce lien avec le sel qu'on se fait tout de suite dans la tête? D'un côté, ça vient de l'observation que des maladies monogéniques d'hypertension, c'est des familles rares qui ont vraiment un trait monogénique hypertendu, ont tous des mutations qui se situent dans les tubules du rein ou dans le métabolisme des stéroïdes. Donc ça fait beaucoup penser au sel, en tout cas la partie au niveau du rein. La deuxième observation est celle-ci que je trouve fascinante. Donc vous savez tous qu'il y a certaines tribus qui vivent d'une manière isolée. Ici, par exemple, les Yanomami au Venezuela,
coupés du monde, vivent dans la jungle. C'est vrai que beaucoup de participants dans cette petite étude étaient jeunes, mais leur tension artérielle est formidable. 90 sur 60 de moyenne. Et vous voyez aussi sur le graphique à droite qu'il y a pas mal de personnes plus âgées qui ont vraiment la tension systolique largement en dessous de 100. Ces peuples autochtones mangent très très peu de sel. Ils mangent un c'est juste demi-gramme par jour. Vous allez voir comment ça se compare avec la consommation au Maroc. Comment on mesure le sel? On peut dire 1 gramme de sel, c'est le NaCl. Les Américains aiment beaucoup exprimer ça sous forme de sodium. Donc 2 grammes de sodium ferait 5 grammes de sel. Et on peut aussi le traduire en millimol. Mais retenez, 1 gramme de sel fait à peu près un demi-gramme de sodium. Après l'hypertendu individuel et le sel, effectivement, on peut convaincre le patient hypertendu, avec ces observations que vous voyez ici d'une étude qui commence à dater, qu'une diminution de la consommation de sel va induire, en tout cas chez une grande partie des patients, une diminution de la tension artérielle. Parfois elle est grande, parfois elle est petite, mais le lien est très clair. Par rapport au lien avec la mortalité ou morbidité, les choses sont nettement moins claires. Je vous rappelle que très très clairement, si on fait des études d'observation, ici c'est une étude anglaise suivie sur une dizaine d'années, vous voyez que la consommation de sel, le graphique tout en bas, a baissé de pas mal, et la morbimortalité cardiovasculaire également, mais association ne veut pas dire causalité, pas du tout souvent. Donc on se fait parfois tromper. En revanche, de manger moins de sel, il n'y a pas de risque, en tout cas si on ne va pas très très bas, et vous pouvez conseiller aux patients. Moi, les 3 choses, je fais 3 choses en général. Je leur recommande le plus de sel, il y a dans le sel. Mon épouse, par exemple, elle prend la sellière avant d'avoir goûté le repas. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé, je pense. Moins utiliser la sellière. Deuxième chose, le nombre de visites, le nombre de repas au restaurant sont fortement associés au sel, ainsi que la consommation de processed foods et conserves, etc. Le pain a aussi pas mal de sel, et ça c'est d'intérêt de santé publique également. Donc il est possible de diminuer la quantité de sel consommée sans suivre un régime sans sel strict, parce qu'à ce moment-là, votre patient va avoir une forte diminution de sa qualité de vie, ou peut-être même déprimé, parce que c'est vraiment pas bon. Au niveau de la population, c'est intéressant, je trouvais ce résumé qui est beaucoup trop petit pour vous pour lire, mais en haut sont les pays à haut revenu, en bas, les derniers 4, c'est les pays à bas revenu. Le Maroc est un peu entre les deux. On voit que la quantité de sel consommée est beaucoup plus variable dans les pays à bas revenus. Pour le Maroc, on a peu de données, mais il y a quand même des données qui sont très divergentes. Et c'est entre 5 grammes jusqu'à 16 grammes de sel par jour. C'est vrai qu'hier, en mangeant le soir avec des collègues, j'avais aussi l'impression que c'est salé. Hein, chez vous, vous aimez bien. Et c'est clair, parce que c'est bon. Quand c'est salé, c'est bon. Les Portugais ont aussi un problème de ce type, et puis ils ont fait pas mal de travail là-dessus. Et sur ce résumé, vous voyez très clairement que grande divergence entre les pays par rapport à la consommation de sel, mais aucun pays va en dessous de la recommandation de l'OMS de consommer moins de 5 grammes par jour ou 2 grammes de sodium par jour. C'est là qu'intervient l'étude SSASS, donc l'étude Salt Substitute and Stroke Study, une grande étude effectuée uniquement en Chine, administrée par les Anglais. D'ailleurs, le premier et dernier auteur, c'est un Anglais, ce que je trouve un peu étonnant pour une étude qui a été uniquement effectuée en Chine, mais un grand collectif, 21 000 patients, avec hypertension, des patients avec hypertension et avec un AVC ou plus âgés que 60 ans. Et la seule intervention était soit de faire comme d'habitude avec le sel ou d'utiliser un mélange sel, NaCl, avec 25% de KCl. Le KCl n'est pas très bon, me dit-on, mais dans ce mélange-là, visiblement, c'était supportable. C'était une étude randomisée en village. Il y avait des villages individuels qui étaient pris et un village faisait le mélange, l'autre faisait NaCl, un grand nombre de villages. Suivi moyen 4,7 ans, et le critère de jugement principal, c'était l'AVC.
Ça, c'est une DA très importante où vous voyez le résultat, finalement, sur la tension artérielle qui est très faible. Vous voyez sur la systolique en haut, sur la diastolique en bas, à peu près 3 mm mercure de systolique en moins sur 4 ans. Ici, encore une dia très importante, le sodium et le potassium urinaire. Vous voyez que clairement, dans le groupe potassium, il y avait moins de sodium qui était utilisé, mais différence assez faible. Et il y avait clairement plus de potassium parce qu'on leur donnait du potassium à ces personnes. Et d'une manière très étonnante, il a été observé que le critère de jugement primaire a été largement atteint avec une diminution du risque relatif de 14%. Même la mortalité totale était diminuée de 12%, c'est le premier graphique sur la gauche en haut, avec pas de différence sur les événements d'hyperkaliémie, c'est ce qu'on craint quand on donne beaucoup de potassium à la population. Dans l'analyse de sous-groupes, pas vraiment de sous-groupe qui sortait du lot, tout le monde en profitait. Donc c'était quand même quelque chose d'assez étonnant qui a beaucoup intrigué. Mais est-ce que c'est tout simplement un problème de potassium? C'était des personnes qui avaient peu de potassium dans leur nourriture et dans les boissons qu'ils prenaient avant l'étude. En tout cas, on est rassuré sur la base de cette étude que le substitut en potassium ne va pas augmenter l'événement d'hyperkaliémie grave. Mais il y a clairement besoin de reproduire cette étude par d'autres études dans d'autres pays également pour voir si c'est une vraie trouvaille. Donc mes conclusions dans les dernières 30 secondes. Il est clairement trop tôt pour recommander le KCL à tout patient, mais vous pouvez sans doute recommander et peut-être trouver quelques conseils pratico-pratiques comment vous pouvez conseiller à votre patient de faire une restriction sodée, surtout dans un pays où peut-être la moyenne est autour de 15 grammes par jour. L'utilisation de la mesure de la consommation de sel, c'est un peu encombrant toujours de mesurer, de faire une mesure, c'est des urines de 24 heures, mais là vous pouvez voir ce que le patient mange. Et sur le plan, pour avancer en médecine, il faut toujours de meilleures données et d'autres études. Je pense qu'il faut déjà une estimation plus précise de la consommation de sel dans beaucoup de pays, et le Maroc en fait partie. Mes collègues et moi, on vous salue très très cordialement depuis la Suisse et je vous remercie de votre attention. Alors, merci, professeur Herret, pour votre un petit peu enthousiasme sur le sel et l'hypertension artérielle. Donc, on vous remercie d'avoir mis un petit peu le point sur cette thématique.